Dans un petit garage du 18e arrondissement de Paris, Marcel, un mécanicien modeste, découvrit une jeune fille blessée, allongée dans la neige. Ce qui se passa ensuite bouleversa sa vie à jamais. C'est réparé, ça? Cette fichue voiture fait encore ce bruit agaçant. Lança un client, sa voix tranchante perçant le silence du garage. La neige s'accrochait à son manteau, fondant en gouttelettes sur le sol taché d'huile. Marcel se tenait près du capot ouvert d'une Renault Clio de 2009, les mains noires de cambouis, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Il prit une grande inspiration avant de répondre calmement. Ce bruit, c'est la pompe de direction assistée. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il fallait la remplacer. Vous avez préféré attendre. Le client grogna, secouant la tête avec une exagération théâtrale. Vous, les mécaniciens, toujours à chercher à grappiller quelques euros de plus. J'ai payé pour arrêter ce bruit. Marcel essuya ses mains sur un chiffon sale, marcha vers le comptoir et ouvrit un tiroir. Il en sortit une facture et la fit glisser vers l'homme. Vous avez payé pour changer la courroie de distribution. C'est fait. Votre moteur ne claque plus. La pompe, c'est un autre problème. L'homme jeta un coup d'œil à la facture, leva les yeux au ciel. Bon, faites en sorte que ça roule. J'ai mes enfants à récupérer à l'école. Marcel hocha la tête en silence pendant que l'homme sortait en maugréant. La vieille clochette au-dessus de la porte tinta faiblement, puis le silence reprit possession du garage. Dehors, la neige tombait en épaisses couches, et les réverbères projetaient des ombres longues à travers le rideau blanc. La tempête s'était abattue sur Paris en quelques heures, une de ces bourrasques hivernales qui engloutissent la ville. Marcel s'approcha pour éteindre les lumières du garage. Seul le bourdonnement chaleureux d'un petit radiateur électrique persistait. Il se dirigea vers la porte pour la verrouiller, mais s'arrêta net. Quelque chose non, quelqu'un gisait juste au-delà de l'auvent du garage, à moitié enfoui dans la neige. Il s'approcha, le cœur battant. C'était une jeune fille, Élise, à peine adulte. Son manteau était déchiré, trempé, et du sang tachait la neige autour de son épaule et d'un côté de son visage. Ses jambes étaient repliées sous elle, comme si elle s'était effondrée en pleine course. Marcel s'agenouilla à ses côtés. « Mademoiselle ?» Sa voix trembla d'urgence. Pas de réponse. Il toucha son bras, il était glacé. Son pouls était faible, mais régulier. L'instinct prit le dessus. Il glissa un bras sous son dos, l'autre sous ses genoux, et la souleva contre son torse. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru, fragile d'une manière qui le troubla profondément. Sa tête bascula sur le côté tandis qu'il la portait à l'intérieur, dans la chaleur du garage. Il l'allongea sur un vieux canapé en cuir près du radiateur, puis courut chercher sa trousse de premier secours sur une étagère à outils. La coupure sur son front était longue, mais peu profonde. Plus inquiétante était la plaie irrégulière sur son flanc gauche, peut-être causée par du verre ou du métal. Sa respiration était faible, sa peau pâle comme la neige dehors. Marcel nettoya les blessures avec soin, les banda délicatement, puis la couvrit de 2 couvertures épaisses. Il tenta d'appeler les secours depuis le téléphone fixe. Pas de tonalité. La tempête avait coupé les lignes. Il attrapa son vieux portable. Pas de réseau. Zut, murmura-t-il, avant de regarder Élise. Ses lèvres remuèrent légèrement. Il se pencha. Pas d'hôpital, s'il vous plaît, chuchota-t-elle, les yeux à peine ouverts, empreints d'une peur vive et profonde. Marcel cligna des yeux, surpris. D'accord, dit-il doucement. Pas d'hôpital. Respire, tu es en sécurité maintenant. Elle perdit connaissance à nouveau. Il passa un linge humide sur son front, plaça une bouillotte près de ses mains et rapprocha le radiateur, en veillant à le garder à une distance sûre. Les minutes se transformèrent en heures. Marcel resta à ses côtés, vérifiant son pouls, ajustant les bandages, ajoutant une couverture supplémentaire. Il prépara un thé noir et tenta de lui en faire avaler quelques gouttes. Quand elle remua, il ne la réveilla pas. Il ne se demanda pas pourquoi il faisait tout ça. Dès qu'il l'avait vue, blessée dans la neige, sa décision était prise. Pas parce qu'il voulait être un héros, ni parce qu'il s'ennuyait ou se sentait seul, mais parce qu'une part de lui, ancienne, têtue et profondément enfouie, savait que c'était la seule chose juste à faire dans un monde qui oublie trop souvent de prendre soin des autres. Dehors, le vent hurlait contre les portes métalliques du garage, mais à l'intérieur, il faisait chaud. Une jeune fille dormait, blessée et effrayée. Un homme veillait, les mains encore tachées d'huile, mais désormais tourné vers quelque chose de bien plus délicat que des machines. Vers minuit, Marcel s'installa dans un vieux fauteuil face au canapé, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il observa la poitrine d'Élise se soulever doucement. Peu importait qui elle était ou d'où elle venait. Elle avait trouvé son garage, et maintenant, elle était sous sa responsabilité. Élise se réveilla lentement,
comme si elle émergeait d'un lac profond. Le bourdonnement du radiateur, l'odeur d'huile moteur mêlée à celle d'une soupe chaude ou peut-être au poulet remplissait ses sens avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Lorsqu'elle le fit, elle fixa le plafond fissuré du garage et la lueur pâle du matin filtrant à travers les fenêtres givrées. Elle se redressa brusquement, une douleur vive dans le flanc la faisant grimacer et halter. Ses bras cherchèrent quelque chose à agripper. Doucement, dit Marcel depuis l'autre côté de la pièce. Il se tenait près d'un établi, une tasse fumante à la main. Tu es en sécurité ici. Élise cligna des yeux, méfiante. Où suis-je? Dans mon garage, à Paris, répondit-il. Je t'ai trouvé dehors, blessé, il y a 2 nuits. Une grosse tempête de neige. Tu te souviens de quelque chose? Elle baissa les yeux sur le bandage à son bras, puis sur la couverture enroulée autour de ses jambes. Elle secoua la tête lentement. Pas tout, mentit-elle. Marcel ne la pria pas. Il posa la tasse sur une caisse à côté et retourna à son travail en silence. Au fil des jours, Élise se déplaçait comme une ombre, silencieuse, réservée, observant tout. Elle ne donna jamais son nom complet. Quand Marcel lui demanda d'où elle venait, elle marmonna quelque chose sur la banlieue parisienne. Fidèle à sa nature, il n'insista pas. Il lui préparait des repas simples, une soupe, un sandwich au fromage grillé, du porridge et les laissait sur la table sans commentaire. Il ne s'attardait jamais. Lorsqu'il changeait ses bandages, il agissait avec la précision d'un mécanicien ajustant un moteur délicat, ses mains douces et sûres. En retour, Élise commença à aider. Elle balayait le sol, rangeait les outils, pliait les chiffons. Un après-midi, elle surprit Marcel en identifiant un alternateur usé sur une vieille Peugeot. « Mon père m'a appris quelques trucs », dit-elle, les yeux baissés. Marcel esquissa un sourire discret, mais ne répondit rien. Petit à petit, Élise guérissait. Pas seulement ses blessures physiques, mais aussi quelque chose de plus profond. L'aubre dans ses yeux s'éclaircissait, laissant place à une lueur plus douce. Le soir, elle s'asseyait près du radiateur avec un livre que Marcel avait laissé sur la table. Le jour, elle l'observait travailler, une curiosité naissante dans le regard. Un jour, en soulevant une boîte de plaquettes de frein, elle vacilla, une douleur la traversant. Marcel la rattrapa par le coude sans un mot, la stabilisant. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, un lien fragile mais réel. « Pardon, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'en es pas un, » répondit-il doucement. « On a tous besoin d'aide parfois. C'est comme ça. » Plus tard, à la lumière faible de l'unique lampe du garage, Élise avoua, « J'ai fui. Quelqu'un de puissant, dans ma famille. » Sa voix était fragile. Marcel hocha la tête. « Je m'en doutais. »« Tu ne veux pas savoir qui ?» chuchota-t-elle. « Non. » Elle le fixa longuement, puis murmura, « Merci. » La tempête s'apaisa à la fin de la semaine. Paris reprenait vie, les bus circulaient à nouveau, les voisins déblayaient les trottoirs. Mais dans le petit garage, le temps semblait suspendu, doux. Le 7e matin, Élise trouva un paquet soigneusement posé au pied du canapé. « Ça semblait être ta taille, » dit-il simplement. Élise s'assit, les bottes sur les genoux, les mains tremblantes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Marcel ne se retourna pas. « Parce qu'il fait froid dehors, et tu en auras besoin. » Des larmes coulèrent sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle serra les bottes contre sa poitrine et sanglota, non pas de peur ou de douleur, mais d'un sentiment nouveau, bouleversant, être protégée sans qu'on lui demande rien en retour. Une gentillesse pure, sans condition. Le garage était calme ce matin-là, à part le léger tic-tac d'un moteur qui refroidissait. Élise, assise sur une caisse en bois, essuyait la graisse de ses doigts avec un chiffon. Marcel travaillait sous une vieille Citroën. L'odeur d'huile moteur et de café flottait dans l'air comme un souvenir. « Tu as déjà pensé à quitter Paris ?» demanda Élise soudain, sa voix basse mais assurée. Marcel s'arrêta, roula dessous la voiture, épousseta ses mains et s'appuya contre l'établi. Il la regarda avec le calme d'un homme qui avait vécu trop de vie en une seule. « Une fois, il y a longtemps, » dit-il. « Qu'est-ce qui t'a arrêté ?» Il prit une profonde inspiration. La vie, la fierté, peut-être les deux. Il raconta qu'il avait travaillé pour Renault Lumière, une grande entreprise automobile, dès sa sortie de l'école technique. Pendant 20 ans, il avait conçu des moteurs, résolu des problèmes que personne d'autre ne pouvait. Il n'était pas un homme de bureau, il mettait les mains dans le cambouis, construisait des choses solides. Puis, tout changea. Une nouvelle direction arriva, avec des licenciements massifs. On l'avait remercié un lundi matin, avec une boîte en carton et une poignée de main vide.
Sa femme, Claire, était partie 3 mois plus tard, disant qu'elle n'avait pas signé pour un mari sans avenir, les mains pleines de graisse. La banque avait saisi leur maison avant Noël. Ce garage, acheté à une époque meilleure, était tout ce qui lui restait. Élise écoutait, la gorge nouée. Elle savait que son oncle, Victor, un homme puissant chez Renault Lumière, avait orchestré ses licenciements, sans pitié. Elle était assise dans le garage d'une de ses victimes. Elle voulut tout lui dire, avouer que l'homme qui avait brisé sa vie était de sa famille. Mais quelque chose l'en empêcha, peut-être la douleur dans sa voix, ou la fragile confiance qu'ils avaient bâtie. Alors, elle se tut. Marcel ramassa une pièce rouillée sur l'établi et la fit tourner entre ses doigts. « Tu sais ce que j'ai appris, » dit-il. « La justice, ce n'est pas dans les bureaux ou les rapports financiers. Ce n'est pas entre les mains des puissants. » Élise leva les yeux, pleine de questions. « C'est dans la façon dont on traite les autres, » ajouta-t-il doucement. « C'est tout ce qui compte. » Elle l'observa longtemps après ça. Le silence entre eux devint plus profond, plus significatif. Malgré tout ce qu'il avait perdu, Marcel avait gardé son humanité. Pour Élise, cela valait plus que n'importe quel empire. Un mardi après-midi, un inconnu entra dans le garage. La clochette tinta doucement, trop discrète pour un client habituel. Marcel leva les yeux. L'homme, grand, portait un manteau sombre, le col relevé, le visage rasé de près, les yeux perçants sous un bonnet d'hiver. « Bonjour », dit Marcel, essuyant ses mains sur un chiffon. L'homme hocha la tête. « Vous êtes le patron ?» Marcel acquiesça. « Je cherche quelqu'un », poursuivit l'homme, balayant le garage du regard. Une jeune femme, début de la vingtaine, cheveux bruns, peut-être blessée. Disparue la semaine dernière pendant la tempête. Marcel se raidit, mais garda un visage impassible. Beaucoup de gens se perdent dans une tempête. Celle-ci est spéciale, répondit l'homme. Sa famille s'inquiète. Marcel resta calme. Vous avez un nom ? L'homme esquissa un sourire. Elle s'appelle Élise. Marcel plia le chiffon et le posa. Pas d'Élise ici. Le printemps s'installait doucement à Paris. Les cerisiers du parc des Buttes-Chaumont fleurissaient, et les rues du 18e arrondissement reprenaient vie avec le chant des oiseaux et les rires des enfants rentrant de l'école. Dans le garage de Marcel, l'odeur d'huile moteur se mêlait maintenant à celle du bois fraîchement coupé, car des travaux avaient commencé. Le centre Antoine Dubois pour l'innovation prenait forme, et l'initiative Dubois d'Élise voyait le jour. Chaque matin, Élise arrivait au garage avec un carnet rempli d'idées. Elle avait transformé une petite pièce à l'arrière en bureau improvisé, avec une table bancale, des affiches colorées et une vieille machine à café que Marcel avait réparée. « Ça va marcher », disait-elle en pointant ses croquis. Un endroit où les filles apprendront à réparer des voitures, mais aussi à croire en elles. Marcel, fidèle à lui-même, écoutait en silence, hochant la tête. Il n'était pas du genre à parler beaucoup, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Il passait ses journées à organiser le futur centre technique, recrutant des ouvriers en difficulté ou des anciens mécaniciens, des vétérans, des gens que la vie avait mis de côté. Ce centre, c'est une seconde chance, expliquait-il à Élise. Pas juste pour eux, mais pour moi aussi. Un jour, alors qu'il triait des outils pour l'atelier d'Élise, une camionnette s'arrêta devant le garage. Une femme en sortit, les cheveux courts, un sourire timide. « Bonjour, je m'appelle Camille », dit-elle. « J'ai entendu parler de l'initiative Dubois. Je veux apprendre. » Élise la regarda, surprise. Camille avait une vingtaine d'années, des baskets usées et une détermination dans les yeux. « Mon frère est mécanicien, mais il dit que les voitures, c'est pas pour les filles. Je veux lui prouver qu'il a tort. » Si tu veux la suite, et d'autres histoires émouvantes, like et abonne-toi pour ne rien manquer.